ça lance. Je t'ai expliqué ce que c'était un peu marqueur social. Il y a un truc que je t'ai pas expliqué, c'est que pour chaque invité, tu vas te présenter quand même un peu après, etc. parce que t'as plein de choses à raconter, mais on fait une petite intro qu'on préenregistre, qu'on va écouter ensemble et tu nous diras ce que t'en penses. D'accord, je te laisse lancer. L'invité de cet épisode est le directeur marketing et de stratégie d'influence du CNIEL. Pour faire simple, le CNIEL, c'est les Françaises et Français qui ont fait de leur addiction au lait un métier. En 2018, il a fait prendre un grand virage dans la stratégie digitale des produits laitiers. À l'affiche, humour, autodérision et intelligence. Quand on regarde les contenus, on se dit « Oh la vache, il a osé !» C'est vrai que certains le prennent pour un fou, mais il faut le dire, cette nouvelle stratégie, elle marche. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il va faire des émeux dans notre podcast. Accueillons Adrien Dine des produits laitiers. Ça te résume à peu près? Ouais, bah écoutez, oh la vache, j'accepte. Moi, je suis curieux. Alors, pour les gens qui te connaissent pas, parce que t'es pas, contrairement à d'autres gens qu'on a reçus ici, t'es pas une personnalité publique des réseaux, etc. machin. Par contre, t'es le monsieur de l'ombre de beaucoup de choses que beaucoup de gens ont vu passer. Beaucoup, ouais, c'est sois pas modeste, beaucoup de gens, parce que t'as fait des trucs qui ont fait beaucoup de bruit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand t'arrives au CNIEL, donc l'acronyme c'est quoi exactement? Centre national de l'interprofession et de l'économie laitière. Voilà. Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Plus connu en France sous les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ouais, exactement. Toi, t'arrives là en quelle date? 2018, février 2018. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, grosso modo? Toi, c'est quoi ton job? T'arrives dans quelle atmosphère? Comment ça marche? J'arrive, c'est un peu une carte blanche en fait. C'est vraiment, j'arrive à un moment donné où je suis dans une interprofession, donc c'est le terme, hein, c'est vraiment l'organisme, l'association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière laitière, donc des producteurs jusqu'à maintenant la distribution. Et j'arrive à un moment donné où c'est une institution assez vieille quand même qui va fêter ses 50 ans dans 2 ans, et il se retrouve un peu dos au mur et face au mur même au niveau des réseaux sociaux, de la communication. Ils ont été très connus sur la pub télé, que pour les plus anciens depuis les années 70 jusqu'à les sensations pures, avec qui était un peu tendancieux, et puis Paf Paf le loup avec les 3 petits squelettes. Ça c'est quoi Paf Paf le loup déjà? Les 3 petits squelettes, les produits pour la vie, avec les 3 petits squelettes. Tu connais l'histoire de Paf 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 le loup, et les petits squelettes qui tapent, et ça c'était 2009. Et ensuite il y a une communication télé un peu plus tradie, il marque un peu les générations tous les 10-15 ans. Et là il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, alors qui existaient déjà en 2008, mais qui commençaient à arriver, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et il y a eu une manière de communiquer différente, une génération nouvelle, qu'on appelle tout le monde les millennials, mot que je n'aime pas du tout. Mais du coup, ils se retrouvent dans cette situation et de se dire comment on fait pour renouveler notre communication. Donc il y avait cette intention, c'est ce qui a aidé forcément à faire ce que j'ai pu. Il y avait ce constat de se dire, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on se mette à jour, il faut qu'on change un peu notre communication. Et donc j'arrive dans cette maison pleine de bonne volonté, mais avec tout à faire. C'est-à-dire... Tu t'avais fait quoi avant? Avant, j'étais en agence de communication, les comptoirs, et le CNIEL était un de mes clients, c'est comme ça que je les connaissais. Pour eux, je faisais des trucs traditionnels, recommandations, de la veille strat, et on s'occupait un peu légèrement de leurs recommandations, de réseaux sociaux et autres, mais ils faisaient jamais rien. Enfin, tu voyais qu'ils avaient cette envie, mais au final, j'ai compris parce qu'il y avait personne de ce côté sur ce sujet pour porter la chose pleinement. Et donc ils m'ont fait, ils m'ont débauché, comme on dit, et je suis arrivé avec cette envie de vouloir changer, mais en m'assurant qu'il y avait les moyens, mais pas uniquement financiers, mais les moyens de suivre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui change les choses, il faut qu'il y ait la volonté de la direction, les traditionnels codir, etc., de se dire ok, on y va, parce que comme on va en discuter, c'est des choses très audacieuse, et pas uniquement pour une interprofession, mais même pour n'importe quelle marque. Faut le vouloir. Et donc j'arrive dans ce moment où je suis seul, en fait.
Des choses audacieuses, t'en as fait beaucoup. On va parler que de ça en fait, parce que globalement, la communication que t'as fait, que ça soit du premier tweet à la dernière vidéo en partenariat avec des créateurs qui est sorti, le mot qui définit le mieux la stratégie, je pense, c'est audace. Mais quand t'arrives au CNIEL, globalement, toi, t'arrives dans une boîte où la moyenne d'âge c'est quoi, l'ambiance c'est quoi? Est-ce que c'est des gens qui ont une appétence pour les réseaux ou pas du tout? En fait, le CNIEL, c'est une centaine de personnes. Donc, il y a un service communication, mais ils ne font pas que ça. Il y a un service économie, il y a un service environnement, enfin voilà, technique d'élevage, enfin nutrition santé. Il y a tout un volet aussi sur l'économie d'export. Donc, il y a énormément de choses. Il y a plein de choses sur la prospective, donc des études conso, voilà, les tendances de demain, parce qu'en fait, ça doit servir toute la filière laitière. Donc, les panels conso, est-ce que le fromage s'est consommé mieux, moins, le beurre, le lait, etc. Donc, mais il y a une partie communication qui sont plus sur de la communication traditionnelle, c'est-à-dire des RP, des événementiels comme le salon de l'agriculture, des choses qui font très bien, sur l'international aussi, enfin l'export, on est présent, enfin voilà, nos produits laitiers sont exportés dans plusieurs pays, nos fromages, nos beurres et la crème, voilà, c'est quand même des produits de qualité, on a quand même reconnu en France pour la gastronomie française. Mais sur les réseaux sociaux, ils avaient des agences en fait qui géraient ça. Donc traditionnellement, voilà, on sépare, il y a un truc qui arrive comme faire un site internet, c'est rare qu'on recrute constamment des équipes sur ce sujet, on est à une agence. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement une grosse part que je connais pas une boîte qui n'a pas de community manager, en tout cas, ou un référent au moins pour parler le même langage. Mais là, vraiment, il y avait vraiment pas d'experts, en tout cas sur le sujet, des gens qui pilotaient et c'est tout. Donc moi, quand j'arrive, je suis seul et avant d'arriver et de dire ok, il me faut une équipe de 5, de 10, etc., on va te dire fais tes preuves déjà, mais moi j'aime bien le challenge, j'aime bien le défi. Et donc effectivement, quand j'arrive, je commence directement évidemment par Twitter, parce que c'est à mon sens, et encore aujourd'hui, il y a TikTok qui est arrivé depuis, mais à l'époque TikTok n'était pas là, c'était le seul réseau où on pouvait émerger sans budget. Il n'y avait pas besoin de mettre de la sponsor pour sortir du lot. Instagram, Facebook, voilà, l'algorithme est bien ficelé pour que... maintenant, il est surtout envers les entreprises. Voilà, envers les entreprises, on est tout de suite catégorisé comme entreprise, donc t'es tout de suite bloqué, paye, sinon tu n'as pas de visibilité. Donc maintenant, il y a TikTok, mais encore TikTok... Et TikTok commence à prendre il faut quand même chacun peut faire une vidéo à 1 million de vues. Pour rendre le côté périn, il faut quand même avoir un budget de prod, parce que c'est bien de faire des vidéos, mais à un moment donné, faut le nourrir. Mais Twitter, voilà, pour moi, c'était un terrain de jeu intéressant, notamment avec toute la communauté qui est présente sur la cible de ces jeunes, en fait, en tout cas à toucher. Pour moi, il y avait vraiment... Et toi, à titre perso, t'étais déjà dans ce game-là un peu, quoi. Enfin, Twitter, machin, etc. C'était pas étranger pour toi, c'est quelque chose que tu c'était pas étranger, etc. Mais j'étais pas autant dedans que je le suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai appris en marchant. C'est-à-dire que sur Twitter, je savais déjà marcher. Donc voilà. Mais je savais pas courir, etc. Enfin, j'ai découvert vraiment en y allant. Mais voilà, donc ça a donné lieu à du coup ce changement de ton, de tonalité, mais qui reste dans l'ADN des produits laitiers, parce que l'idée, quand tu arrives dans une marque, ou quelle que soit l'entreprise, tu peux pas arriver et changer tout du jour au lendemain. Ouais, c'est étape par étape. Voilà, mais normal. L'ADN de communication des produits laitiers a toujours été quand même dans le côté un peu décalé. Enfin, quand on regarde les pubs, que ce soit, s'il faut regarder les Sensations Pures, ou même la première des années 70, c'était une télé avec des gens en dessin animé, les deux ensemble pour les années 70, faire un truc à la Space Jam, c'était quand même si le ton était drôle, etc., c'était quand même assez audacieux. Alors, ensuite, il y a les Sensations Pures avec ces jeunes, qui étaient un peu tendancieux entre le lait qu'on enlève un peu de la bouche, etc. Et puis après... Paf Paf le loup, une pub en 2009, un peu à la Pixar, avec des choses en 3D. Donc t'as toujours un peu ce côté décalé, puis cette vache qui éjacule du lait sur les 3 petits squelettes, enfin tu vois, faut y aller, quoi. C'est déjà un peu décalé. Donc moi, en fait, c'est d'utiliser ce ton décalé, et puis avec ce côté ami pour la vie, au goût du jour. Donc pour être ami pour la vie aujourd'hui de gens qu'on veut toucher, faut leur ressembler, il faut être crédible auprès d'eux. Donc tu peux pas arriver et la jouer à demi-mesure. Et donc sur Twitter, c'est de voir comment ils parlent. Moi, ça va, je suis pas trop vieux non plus, mais il y a quand même toujours un décalage de ton et puis il y a même des gens, Twitter c'est quand même un monde particulier, un langage particulier, il y a des tendances tous les jours, tu passes vite à autre chose, si tu désertes la plateforme une semaine, t'as raté un arc, quoi, tu vois. Ça va très vite. Très vite, mais donc du coup voilà, donc j'y vais,
je me souviens très bien, donc j'attends la fin du salon de l'agriculture, parce que j'étais arrivé en février. Comme je savais que pendant cette agriculture, ils avaient prévu des communications corporate, je me suis dit, on va pas mélanger les choses, on va attendre. C'est un peu trop chaud. Et puis je commence un peu à restructurer les comptes, effacer les derniers contenus pour pas qu'il y ait un changement trop radical. Et je me lance, je me souviens, c'était un soir, il devait être 22h. Et c'était la tweetos Leila, IDK Benham Leila, qui tweet quelque chose, je sais plus, il est tard, enfin je m'ennuie, quelqu'un veut parler avec moi, et moi j'ai dit envoie ton 06, et elle dit je suis mort, tu veux parler de fromage. Et puis après on se met à avoir une discussion improbable, et elle me dit ouais moi j'adore, je sais pas, le fils de Lolo, je me cite 3 fromages, la raquette, etc. Je lui dis faut s'aventurer un peu plus dans la vie, il y a 1200 fromages, un peu, concentre-toi, quelque chose comme ça. Et puis je sais pas, ça fait genre 700 retweets, ou non 1700 retweets pardon. Et tu prends le compte, il y a quoi comme audience dessus à ce moment-là? Il y a 1200 abonnés. Ok. Oui, ça faut rectifier. J'avais pas pensé. Faut préciser parce que si les gens vont les regarder là maintenant. Quand j'arrive sur le compte, il y a effectivement sur Twitter, t'as 1200 abonnés, sur Instagram, 2000 abonnés, trucs comme ça. Enfin voilà, et puis ce qui était fait sur ces comptes, c'était le même contenu sur toutes les plateformes. Qu'on recommande à personne, avec les mêmes visuels, les mêmes noms, enfin voilà, c'était aucune adaptation, même la taille, c'était les formats carrés même sur Twitter, alors que c'était du 16:9, voilà. Il y avait rien qui était fait, et puis c'était surtout des recettes de cuisine. Ça veut dire que même l'audience n'était pas du tout celle c'était vraiment recherchée. Après c'était la stratégie d'avance, c'est-à-dire que la stratégie d'avance c'était de faire des recettes, etc. Il existait depuis combien de temps le compte à ce moment-là? Je sais pas, ça devait faire au moins 5 ans. Enfin, ils s'y étaient inscrits dès la sortie des réseaux, enfin, dès que ça commençait à faire, mais c'était... Donc le truc, en 5 ans, fait pas la sortie de Twitter, mais dès que ça commençait à... Voilà, chacun devait avoir un compte, voilà. Mais en tout cas, 1200, 1500 max, tu vois. Et surtout, pas une éditoriale, il devait y avoir un retweet, un like par post, enfin, tu vois. Et donc, là, moi, j'arrive, je reprends, effectivement, c'est... En fait, tu t'adresses sur Twitter, mais... Vu que t'as pas la communauté, il faut que tu t'adresses avec des gens qui ont la communauté. Et puis tu deviens juste par le fait, tu vois ce que je vois moi dans le fait de discuter avec Leila, c'est tu passes de je suis une société et je tweete en tant que société à en fait je suis un humain derrière et je viens de puncher la gueule parce qu'en fait je suis aussi un humain. Exactement. Même si je représente une société, je viens jouer avec toi. En fait, il y a un moment donné, c'est que la notion de CM, enfin aujourd'hui sur ces réseaux-là, les gens savent que c'est un humain derrière, que c'est une identité, enfin c'est quelqu'un, c'est pas la marque qui te parle. Peut-être au tout début, les gens pensaient que c'était la marque en tant que telle, ça donnait cette image, mais il y avait quand même des comptes qui existaient, pas qu'en France d'ailleurs, mais qui s'amusaient en fait à avoir ce type de propos, on va dire humanisé, où on voit vraiment que t'es à la patte d'un individu qui est derrière le compte. Et bien évidemment, je me suis pas lancé directement comme ça, donc ça a été une réflexion de stratégique en regardant ce qui se faisait sur Twitter en France et à l'international. Et aussi sur le food. Et je me suis beaucoup inspiré de ce que faisait Gordon Ramsay. Donc, pour ceux qui savent, Gordon Ramsay, un grand chef britannique. C'est le Philippe Etchebest, anglophone. Mais et la télé, sur Twitter, etc., il clashait, mais vraiment fort. Genre, limite, nous, même ce qu'on fait à côté, c'est léger, mais comme on est une marque, on peut pas aller aussi loin. Donc, comme quoi, on a aussi des limites. Mais Gordon Ramsay, c'est limite du genre, en fait, les gens s'amusent à demander à Gordon de commenter le plat qu'ils ont. Et Gordon les termine, mais voilà, à un moment donné. Parce que c'est aussi un peu la culture du clash sur Twitter, c'est quand même un truc. Voilà, c'est aussi très propre à la quelqu'un plateforme. Va dire, Gordon, regarde ce que ma maman m'a préparé, il va lui dire, quand est-ce que ta mère décède, ou j'en sais rien, toi, c'est vraiment très trash. Je me suis inspiré de ça, j'ai vu aussi que c'est aussi la culture française sur Twitter, en tout cas de se clasher, de s'amuser, etc. C'est quelque chose qui est accepté. De manière bienveillante, de manière bienveillante, mais il y a toujours ça. Et c'est la bonne punchline, c'est le bon truc. Exactement. Et donc, du coup, il fallait se lancer, et j'ai saisi cette opportunité qui était pas forcément même moi je m'y attendais pas parce que c'était juste fallait commencer, et ce qui était drôle c'est que dès le commencement ça tout de suite un truc qui tout de suite tu te rends compte que tout de suite ça prend, donc tu dis le ton il est bon, etc. Et donc ça se lance. Et puis il y avait aussi c'était cette période où il y avait cette idée c'est le stagiaire qui tweet. Tu sais, et parce que t'avais qui va se faire taper sur les doigts t'avais Carrefour qui le faisait, ils le font beaucoup moins, mais avant t'avais quand même Carrefour qui faisait des fois de temps en temps des tweets comme ça, enfin c'était des tweets
qui arrivait, et puis après, hop, on repassait une ligne corpo. Ouais. Et puis, hop, on sortait du truc. C'est ça. Mais du coup, en fait, en termes de communauté, enfin, voilà, c'est un peu, c'est comme quelqu'un qui a deux têtes et tu sais pas à qui parler au moment. Et moi, je me suis dit, c'est dommage, c'est quelque chose qui marche, mais il faut pas le faire de manière gratuite non plus, parce que je peux comprendre que nous, on est une signature, on n'est pas une marque à proprement parler qui vend donc quelque chose et avec un service client, etc. Donc, c'est plus simple pour nous. On est plus on représente une catégorie générique de produits qui sont les amis pour la vie, et donc on n'a pas forcément vocation à avoir une ligne corpo sur ce sujet. Donc on peut se permettre d'avoir cette ligne édito en fait, toi, ton projet au moment où tu rentres au CNIEL pour les produits laitiers, c'est de rendre les produits laitiers cool. Et voilà, en fait, c'est de travailler la notoriété et l'image des produits laitiers. C'est que ça soit une image positive, t'as pas de... C'est ça, image positive. T'as pas d'enjeux commerciaux, enfin, t'es pas objectivé sur des enjeux commerciaux ou non, nous on est surtout sur de l'image. Après, l'idée c'était aussi, quand on parle d'image, enfin, on va pas, là on est entre nous, on est cool, etc. Mais il y a aussi cette image de lobby du lait. Qui était très prégnante. Enfin, quand t'arrives comme ça, tu peux pas faire coucou, c'est moi, c'est fun. T'avais voilà ce côté un peu lobby. On arrive aussi à un moment donné où t'as des espèces d'enjeux sociétaux qui sont quand même très prégnants, des associations comme L214 qui pointent le doigt sur certaines choses. Est-ce que tu peux raconter, tu parles d'L214, ce que t'avais fait sur Twitter avec L214, est-ce que tu l'as déjà raconté? Ah, pour la journée. J'aimerais bien que tu racontes ce que t'avais fait. C'est décousu, mais là, on parle complètement, tu vois, dans l'audace. Ouais. Là, on met le doigt dedans direct, quoi. Bah, en fait, il y avait alors c'est complètement décousu, mais j'essaie de garder une chrono, mais t'avais la journée mondiale de l'amitié. Et moi je cherchais une idée de tweet, etc. Et je me dis tiens, ça pourrait être drôle. C'est la journée mondiale de l'amitié. Tac, ton meilleur ami, je sais pas quoi. Et moi je voulais mentionner les L214. L214, juste pour remettre dans le contexte vite fait, qui est une asso protection animale. Pas protection animale, en fait, ils prennent un modèle vegan, donc pour abolir tout ce qui est élevage animal, abattage de l'animal, etc. Et vraiment, qui ont des actions assez coup de poing. Voilà, très en général, lanceur d'alerte. Ils vont très lanceur d'alerte. Ils vont prendre des places où ils vont. C'est ça. Alors après, il y a quelque chose d'intéressant. C'est vraiment coup de poing, quoi. Mais dans ce qu'ils ont amené, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, la société, le consommateur s'est mis quand même à réfléchir un peu son modèle alimentaire. Voilà, maintenant ils ont une position extrême dans le sens où vraiment c'est l'interdiction totale d'exploitation animale ou de consommation de produits d'origine animale. C'est une position qu'ils ont, voilà, ils ont le droit de l'avoir, on est un pays libre quand même. Donc, mais du coup, on est quand même voilà, même si on n'est pas directement sur de l'animal, mais on a quand même la vache qui produit du lait, etc. Et pour résumer, L214, ils sont quand même un peu contre toi. Non, ils sont complètement contre toi. Ils sont complètement. Parce que les produits laitiers, l'exploitation d'animaux pour produire du lait. Pour eux, c'est vraiment mal, c'est pas entendable, etc. Et du coup, c'est vraiment sur position. Donc, du coup, effectivement, moi, j'avais eu plutôt l'idée de dire, voilà, c'est la journée de mes meilleurs amis, et c'était le côté un peu décalé de dire coucou, 114. Mais avant, je me suis dit, bon, je vais sonder et j'envoie un DM. Je connais 114 en me disant, tiens, est-ce qu'on tweet ça? Et ils m'ont dit en rigolant, voilà, l'idée est drôle, mais on peut pas faire ça, ça va pas ou quoi, etc. Donc je me suis dit, bon, on va pas le faire parce que sinon ils vont mal réagir, et l'idée c'est pas de créer un bad buzz gratuit, mais ça aurait été drôle, tu vois, jouer le jeu sur ce moment, enfin, c'est deux CM qui rigolent sur le sujet. Donc... Mais eux, du coup, dans leur position, Bah non, dans leur position, c'était non. Toi, dans ta position, ça aurait été trop fort. Ouais, ça aurait été drôle, tu vois. Mais après, j'aurais pu accepter, tu vois. Forcément, une punchline à gauche, à droite, tu joues. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'était. Mais ils peuvent pas dans leur image. Après, je dis ça, et c'est pas sûr qu'en interne, ils peuvent pas se mettre à rigoler avec leurs amis. Enfin, moi, c'était mon avis, c'est pas sûr qu'en interne, ils auraient kiffé non plus. Parce qu'il y en a, ils auraient peut-être compris ça premier degré. Et du coup, tu nous as raconté Leïla. Ouais. T'as une histoire après avec les créateurs de contenu qui est assez folle. À ce moment-là, t'es encore que sur Twitter. Ouais, à ce moment-là, je suis sur Twitter. Donc pour remettre un peu le truc, donc voilà, ça commence avec Leïla, et puis après on commence à faire pas mal de tweets sur ce même jargon, et dans la ligne éditoriale, c'est effectivement se positionner sur la consommation de produits laitiers, forcément, parce que c'est bien de faire des blagues, mais il faut s'orienter quand même sur un sujet produits laitiers. Et en fait, l'idée, c'est de citer systématiquement un tweet.
pour interagir avec quelqu'un et pas forcément avec un gros compte. Au début, forcément, tu cherches de l'audience, donc tu vas avoir des tweetos, tu rigoles un peu avec eux, mais l'idée aussi, c'est de rigoler avec tout Twitter. C'est-à-dire que quel que soit le consommateur qui partage un de ses repas, le lait avant ou après les céréales, ou des glaçons dans du lait, ou dans des céréales avec du lait, ou n'importe quoi, manger du fromage comme ça à la main, mettre des crocs dans un camembert, on se met à commenter tout ça et on devient un peu la police de Twitter sur les produits laitiers. Donc voilà, on installe un peu cette édito, ça prend, etc. Et forcément, donc du coup, on commence à vite à gonfler. On se met à prendre 10 000 abonnés par mois. Tout ça en organique, hein, bien entendu. Et puis après, on se met à rigoler avec les tweetos qui viennent eux-mêmes, que ce soit fameux Billy, Rebeu des Terres, Yass encore à l'époque, etc. On rigole avec eux, mais pas que, parce que ça fait, tu vois, les comptes de marque qui rigolent qu'avec des tweetos ou des influenceurs, bah forcément, sur Twitter, ça marche pas, quoi. C'est... parce que j'ai pas d'abonnés, vous me répondez pas, donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment pour montrer que comme les produits laitiers, c'est un produit commun de tous, on discute avec tout le monde, ça va la dame de la cantine, elle a pas voulu que je prenne de yaourt, des trucs comme ça. Donc voilà, donc on se met vraiment sur ce type de sujet, et ça prend bien, et ça marche bien. Et donc après, c'était le premier temps, c'était de changer l'image. Mais il se passe un truc avec un certain Yvick, alias Mister V. C'est plutôt assez tôt dans l'histoire, ça, non? Bah, moi, j'arrive en février. Le compte, je le commence en mars. Et le tweet, je le fais en octobre, Et raconte cette histoire, cette anecdote avec Mister V. Avec Mister V, c'est... oui, bon, ça définit clairement le trait historique des produits laitiers et le tournant, forcément. Tu as... moi, j'avais cette vidéo dans ma boîte à idées, qui est du coup cette fameuse vidéo, ce sketch qu'il fait avec Ludovic, où il a c'était tellement vrai, ou je sais pas quoi, il parodiait les émissions à l'ancienne, et c'est un sketch de qui datait de 2014, où il a genre une maladie, c'est la maladie de l'autotune, et donc il explique le truc, et pour gagner sa vie, il prête sa voix à jingle, et là il chante les produits laitiers sont nos amis pour la vie avec l'autotune, mais c'est Mister V. Donc moi ça toi tu le vois, tu le découvres, il t'a pas appelé pour faire ça? Ah non, mais ça c'était en 2014, c'était une vidéo. Donc ça, à ce moment-là, il s'est rien passé avec les produits laitiers, c'est juste lui, en 2014, il avait fait ça tout seul en mode sketch, comme ça peut se faire souvent, tu vois, comme par exemple Masqué qui va, à partir de jingle de musique, en faire des sons, tu vois, voilà. Et là, donc moi, j'attendais le moment opportun pour utiliser ce type de cartouche, il y a des idées, voilà. Et il y a ces comptes Twitter out of context. Qui existent, dont il y en a pour Jonathan Cohen, il y en a pour les youtubeurs, etc., où ils mettent des comptes best-of qui sont gérés souvent par des fans, où ils ressassent tous les extraits qui les font marrer. Et là, ce compte Out of Context Mister V, forcément Mister V est très connu, donc Out of Context Mister V marche quand même bien, et il sort cet extrait. Moi, sur le moment, je le vois pas, mais je vois les gens qui nous taguent et qui nous disent « Ah, super, merci de lui avoir trouvé un taf », ou des trucs comme ça, etc. Et moi, du coup, je vois le tweet, et en l'espace de... ça va très vite dans ma tête, je me dis, tiens, viens, on fait une pub, je me dis, ce serait cool, on la met dans une pub, sa voix. Et là, je me dis... Dans une pub, une vraie pub, une vraie pub, TV, qu'il le fasse vraiment. Qui sort à la télé, quoi. Tu vois, parce qu'il le chante dans le truc, ça fait genre, il le fait pour nous, mais ce serait bien qu'on entende vraiment la voix, quoi. Et donc, je dis, je lance le tweet, à 100 000 retweets, on met sa voix dans la prochaine pub des produits laitiers. Donc, la seule chose sur laquelle j'ai réfléchi sur le moment, c'est pas est-ce que c'est possible, c'est pas est-ce qu'en interne ils acceptent, c'est est-ce que c'est atteignable 100 000. C'était ma seule. Au début, je dis 50 000, etc. Et j'avais vu que il y avait que 4 ou 5 tweets qui avaient dépassé les 100 000 en France, donc 200 000 c'était trop, et je mets 100 000 et je lance. Et en l'espace de 13 heures, on a atteint les 100 000. Donc moi parce que Yvick, à ce moment-là, Yvick n'est pas au courant. Yvick n'est pas au courant. Donc ça fait 100 000 sans qu'il l'ait vu. Si. Non mais quand je tweete, tu vois, je lui demande même pas, parce qu'il y en a plein qui me demandent c'était téléphoné, tu lui as demandé etc. Non, à ce moment-là, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé, ni à lui, ni à Alexandra, son agent, etc. Et je lance le tweet comme ça, tu vois, et je me dis, bon, voilà. Et ça t'envoies une bouteille à la mer en disant, peut-être ça va prendre, peut-être pas. Mais pour l'anecdote, Yvick a vu, ou en tout cas a partagé le tweet à partir de 70 000 RT. Donc il avait déjà décollé avant, quoi. Ouais, il avait, à partir de 70 000 retweets, il partage.
et il met en story, yo les gars, allez retweeter le tweet, comme ça je vais faire une pub, etc. En rigolant, tu vois. Et ça arrive à 100 000 et moi à 3h du matin, moi je me souviens à cette époque parce que genre j'avais ma fille qui avait quelques mois, elle avait 3 mois, donc les nuits tu vois elles étaient précieuses pour moi, donc j'étais pas sur Twitter à regarder le compteur, je m'étais couché en me disant bon bah demain matin je pense que ça sera fait, et à 3h du matin ou 4h ouais ma fille voilà, anecdote de parents, tu te réveilles et en même temps bah je check quoi tu vois, et là je vois un tweet de Mr V genre bah qui dit c'est fait ou je sais plus tu vois, il met voilà, et, où les produits laitiers c'est comment, et donc je lui réponds le matin tu vois, parce que bon faut pas non plus montrer que tu réponds à 3h, et je me dis il y a pas grand monde non plus à 3h du matin, et donc le matin j'écris go DM tu vois, et après ça allait très très vite genre donc moi déjà la première satisfaction ça a été quand il a retweeté, je me dis bon cool parce qu'il aurait il le valide parce qu'il aurait pu dire ah non mais moi les gars je veux pas que ma voix soit là-dedans, je veux pas m'associer à ça, et jamais contacté, t'as 100 000 retweets pour rien, et puis après bon bah tu trouves un peu con, techniquement tu peux pas non plus mettre sa voix dans une pub TV sans son accord. Ah non bah non donc, tu vois, et donc moi j'étais très ravi quand il a partagé parce que jusqu'à 70 000 je me dis attends ça va monter, mais le mec il a toujours rien, même pas un like, écoute ça se trouve il valide pas en fait, ça se trouve il est pas d'accord, et donc quand il a partagé déjà j'étais rassuré, donc tu te couches tranquille, et le lendemain bon voilà, et après ça va très vite, donc je lui envoie un DM, je lui dis bon bah on se voit quand, etc. Il me dit vas-y let's go, j'ai vu le lendemain. Et donc là, je rencontre Alexandra Honori, que je salue, et Yvick. Et du coup là, directement, on parle. Donc Yvick arrive à l'heure comme d'habitude. Non, c'est une blague. Et il dit bon, bah, ça, quand est-ce qu'on fait cette pub? Et moi, je suis super cool. Bah, je fais sa connaissance. Voilà, bah, Yvick comme on l'imagine, quoi. Tu sais, enfin, c'est tout de suite. Mais on va vraiment faire une pub télé. Enfin, tu vois, genre, tu vois, c'est vraiment le truc. C'était une blague. Parce que faut se mettre aussi dans le contexte d'Alexandra et Yvick. Genre, moi, j'arrive. Enfin, tu vois, genre, pour ceux qui voient pas, enfin, j'avais à l'époque, je venais d'avoir 30 ans, enfin, tu vois, donc t'es relativement jeune. Je me souviens, j'étais en jogging à ce moment-là parce que j'avais un foot après, enfin, tu vois. Tu te dis, m'ont envoyé le stagiaire, ou c'est un CM, entre guillemets, qui veut rencontrer Vic, et mais ça se trouve derrière, il a pas la validation de sa direction, parce que dans ce milieu, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent pas, t'as quand même une entreprise derrière, t'as des validations, et puis. Oui, puis une pub télé. Une pub télé classique, ça a un budget quand même. Ça coûte cher, voilà. En prod, et surtout en achat média, voilà. Mais sur le moment, tu vois, voilà, elle dit non mais on va vraiment la faire à pub télé, et moi forcément en interne j'avais dit les gars on va devoir faire une pub télé, et j'avais fait exprès aussi en timeline de faire ça en octobre parce que les budgets c'est sur une année et c'est souvent négocié entre octobre et décembre pour l'année d'après, donc comme ça tu vas leur dire mettre sur la table bon les gars l'année prochaine faire. Mais du coup je leur donne la confirmation, je suis pas juste CM, c'est moi le responsable influence social media. Ils me disent ouais mais genre vraiment, je dis ouais. Yvick, lui, il était pas dans ces sujets-là. C'était avant qu'il arrive, tu vois, Alexandra, elle me dit, voilà. Et au final, donc, mais moi, je peux comprendre, c'est normal, tu vois, t'arrives. Ils flippent, ils se disent, mais, est-ce que c'est avec un autre marque, ils voient des gens de 40, 50 ans, généralement, tu vois, et puis le chef de projet après. Et au final, ça va très vite. Donc, moi, déjà, j'ai échangé avec lui, je dis, ouais, déjà, je veux savoir, est-ce que t'es OK pour le faire? Il me dit, ouais, carrément. Et je lui dis, bon, après, en termes de timeline, ça va prendre du temps. Et il me dit, ouais, mais faut qu'on leur montre qu'on va vraiment le faire. Et lui, instinctivement, il me dit, vas-y, prends-moi en photo avec le tweet. Comme ça, on monte. Et donc, il y a ce fameux tweet où je le prends en photo à la table du resto où on est, tu vois. Où il pose avec le tweet et on met ça arrive, restez connectés, etc. Et donc là à ce moment-là je lui dis voilà, et on se met à faire 2 vidéos au final, parce qu'une pub télé ça prend du temps en termes de prod, d'écriture, etc. pour savoir, et puis c'était carte blanche, hein, je dis en fait en gros je dis à Yvick c'est simple, et c'est là tu veux faire quoi, et ce que j'ai fait avec lui, c'est ce que j'ai répliqué avec tout le monde après. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'avais créé des contenus pour d'autres marques avec d'autres trucs quand j'étais en agence. Mais là, c'est vraiment ce qui définit, moi, comme dans la responsabilité où je suis, c'est moi qui définis l'ADN que je veux faire en termes de partenariat vis-à-vis de la marque. Et donc, je pars du principe, et c'est ce que je ferai tout le temps, c'est que si je fais appel à un créateur de contenu, il a une ADN, il a une ligne éditoriale, son humour. C'est pas à moi de lui dire comment sa faire. Manière de parler, surtout une personne comme Yvick, qui est un artiste aux diversités énormes, que ce soit la musique, l'acting, etc. Donc moi j'ai Yvick, enfin c'est pas à moi de lui dire quoi faire, c'est pas à moi de lui expliquer comment faire une vidéo ou qu'est-ce que j'attends de lui. Donc, mais lui, normal, forcément, il me dit ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, etc. Je dis mais moi en fait c'est simple, moi du moment qu'il écrit et que tu chantes les produits qui sont des pubs pour la vie, tu peux faire ce que tu veux avant. Moi, la promesse qu'on a demandé aux 100 000 personnes, parce que la seule chose que je voulais respecter, c'était rendre la puissance qu'on m'avait donnée.
Donc je dis, tu peux être là devant la caméra, rien dire, et puis après juste chanter et ça marche. Donc il éclate de rire, il dit ouais bon ok, je dis tu fais ce que tu veux. Et ce qui a donné lieu à cette première. Juste, je le précise quand même parce que nous de notre côté et toi aussi pour avoir discuté avec des créateurs, c'est quand même un truc qui est assez rare. Oui, c'est-à-dire qu'en général quand tu fais des partenariats qui impliquent une marque, t'as souvent surtout pas mal de contraintes. Surtout avec une personnalité aussi forte. Voilà, t'as pas mal de contraintes, tu fais attention au message qui est délivré. Enfin, t'as des marques qui sont trop regardantes en fait, parce que un truc que t'as bien compris et une valeur qu'on partage clairement, c'est il faut faut leur laisser faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce que c'est là où ça va être le plus pertinent. Tu leur donnes en fait, c'est la crédibilité qu'ils ont. Faut pas que tu leur enlèves. C'est ça. Et un travail de confiance en fait. Ouais. Donc en fait, quand on me dit ouais, mais tu les laisses faire ce que tu veux, oui, mais en fait, je les choisis à qui je laisse faire ce que je veux. Ouais. C'est pas pour critiquer d'autres créateurs de contenu, mais il y a certains créateurs de contenu avec qui je ne travaillerai pas parce que leur ligne éditoriale ne convient pas à ce que je veux faire et du coup, ça matcherait pas. Non, ouais. Donc à partir du moment où je les choisis, tu vois, c'est-à-dire que tu les choisis pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont, et que la personne en fait, accepte de faire un partenariat avec nous, bah après voilà, et c'est pas à moi de lui dire bah en fait c'est comme si je sais pas, je vais choisir Yvick et je lui demandais de faire un bulletin d'information à la Hugo Décrypte, tu vois. Je vais lui dire bah non en fait là ça marche pas tu vois. Donc dans l'idée, moi forcément c'est ce que je lui dis, donc ça et je me dis, mais je fais ce que je veux. Je dis, ouais, vraiment ce que tu veux. Donc, je vois que même sur le moment, tu vois, quelqu'un comme Yvick, il a vu des marques, tu vois. On fait, et ce qui a donné lieu à cette première pub, donc, digitale dans un premier temps, où il y a ce fameux encore, ça fait beaucoup, là, non? Ça, ce truc-là, les gens l'associent pas plus, peut-être aujourd'hui, aux produits laitiers. Ouais, mais c'est le encore, ça fait beaucoup. C'est un mème d'Internet. Qui vient de là, en fait. Voilà, qui vient de là. Donc, en fait, c'est une pub digitale où... Et du coup, cette pub-là, en entier, c'est quoi? Donc, grosso modo, en fait, cette pub, c'est Yvick qui est dans sa cuisine, qui explique en tuto comment ne pas confondre la baguette de pain avec son bras quand on coupe la baguette, pour pas se couper le bras en gros. Donc il arrive dans la cuisine avec Théo Juice, et donc il est dans sa cuisine, il arrive, bonjour, je vais vous présenter comment ne pas confondre. Donc il y a une baguette de pain, et là il coupe le pain, mais il se coupe le bras, il dit, et là c'est l'erreur, et donc il arrive, il prend l'autre baguette, il se coupe les deux bras, il dit, oh non, tu vois, parce qu'il y a Théo qui arrive pour lui couper le bras, il dit, pour pas confondre, couper du fromage parce que le fromage n'a pas la même couleur que le bras, et enfin vraiment un truc mais absurde à fond, même mais je pense que même en le disant, tu vois, je comprends pas. Quelqu'un qui connaît pas le truc, il écoute juste ça, il doit se dire what? C'est chaud. Et du coup quand il se coupe l'autre bras, il y a ça fait beaucoup là, non? Je trouve putain c'est ouf parce que ce truc là, je suis sûr qu'il y a 3/4 des gens, enfin tout le monde connaît ce truc-là, tout le monde l'a entendu parce que vraiment ça a été utilisé, surutilisé. Et même sur Twitter, même sans le son, etc. Et après ils chantent les produits, ce sont les amis pour la vie, avec Théo un peu remixé, etc. Et à la fin t'entends, et ça c'est très drôle, il fait une voix de quelqu'un des produits laitiers, une fille, voilà, je sais plus, je crois elle s'appelle Martine, et dit mais Martine, c'est quoi cette merde, t'as validé ça, 1 million pour cette merde, mais on va pas diffuser ça. Et après il y a le petit message, bientôt en télé, etc. Donc là, quand tout le monde a fait 100 000 retweets pour une pub télé, il y a ça en disant petit teaser, attends ça arrive, les gens à ce moment-là c'est what the fuck, mais c'est quoi ça, mais genre n'importe quoi, enfin tu vois. Et la vidéo on l'a publie sur la chaîne YouTube des produits laitiers sans sponsor, elle fait, je crois, elle a 5 millions de vues, enfin tu vois, pour une chaîne produits laitiers où il y a 200 abonnés. Sur YouTube? Oui, sur YouTube. On l'a mis sur Twitter en mode, tu vois, etc. Et la petite anecdote, c'est qu'on voulait vraiment la mettre en pub YouTube, en mode pré-roll. Mais YouTube a refusé parce qu'il se coupe le bras, mais c'est un faux bras, tu vois. Mais l'algorithme de YouTube, tu vois, dit non, ça passe pas. Donc sur le moment, c'était un peu chiant. Mais au final, en fait, ta pub que à la base c'est une pub. En gros, c'est pour dire que c'est du digital. Oui, c'est en attendant que la pub télé arrive. C'est du digital que toi t'as prévu de puber littéralement comme une pub digitale, donc mettre du budget dessus. Oui. Au final, t'es en train de nous dire que le budget passe pas, mais que la vidéo en organique elle fait 5 millions parce qu'en fait c'est ça. T'as fait une masterclass 5 millions en 3 ans, mais sur le moment elle fait 1,5 million très rapidement, tu vois. Elle explose quand même, quoi. Ce qui est énorme pour une organique pour une chaîne qui a 200 abonnés, enfin tu vois. C'est from nowhere, c'est incroyable. Et je parle même pas des chiffres sur Twitter, du nombre de vues de la vidéo sur Twitter, etc. Enfin tu vois. Je vais aller exprès trop loin, mais en vrai ils s'en foutent des produits laitiers, mais c'est les intéresse. Et nous on s'associe à ça et on profite. Et ce que l'audience trouve marrant à ce moment-là, et nous on le fait avec plein de clients sur les comptes sociaux qu'on gère, c'est justement, en fait c'est une force de fou de pouvoir être une marque connue
et d'aller balancer des punchs à des gens et créer des projets comme ça, parce que les gens ils ont ce truc de se dire, ils ont l'image de la marque, du truc sérieux, des mecs en chemise, machin, et quand tu te permets d'être très audacieux sur les réseaux, parce que à ce moment-là, encore aujourd'hui en vrai, mais quand même un peu moins, il y avait une grosse dualité internet télé, voilà, machin, exactement. etc. Même si Yvick lui montre qu'il fait le pas, parce qu'il est il est au cinéma, il a la musique, etc. Mais je voulais pas être, mais culturellement, voilà, et je voulais pas être non plus la marque qui lui crée cette mauvaise expérience. Ouais. Et donc je me dis tiens, il y a un truc cool à faire, oser, c'est diffuser une pub télé mais qu'une soirée. Genre vraiment un rendez-vous, parce qu'en fait ce qu'on veut, moi je me souviens quand on dit que ça va aller à la télé, il y avait plein de tweets, je me souviens on avait répertorié dans le bilan, il y avait 17 000 tweets genre sur l'attente de la pub télé, et il y en avait plein, c'était je vais devoir acheter une télé pour regarder la pub, j'ai pas de télé, ou tu vois, donc t'avais aussi ce côté comment faire. Et donc on s'est dit on va créer un rendez-vous à la télé pour que du coup ramener tous ces gens des réseaux sociaux, notamment de Twitter, devant leur écran pour voir cette pub, pardon. Et surtout que je fais ça in-house, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui appelle les régies, tu vois, avec Alexandra. Tu leur vends, parce que moi c'est marrant, j'avais fait, je sais pas si je t'ai déjà raconté, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'avais fait un peu la même chose. On avait, dans mon ancienne expérience, quand moi j'étais un peu à ton poste en fait, dans une boîte de tech, on avait fait une collab avec Amixem et Joyka, et d'autres créateurs, il y avait trois duos, tu vois, et c'était un espèce de challenge, et les gagnants du challenge avaient le droit à faire une pub télé. Et nous, on mettait on mettait notre nom à la fin, mais grosso modo, ils en parlaient pas, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'est eux qui définissaient le concept et tout machin. Et c'est même Cyril, l'équipe de Cyril MP4 à l'époque, qui avait produit la pub télé, parce qu'en fait, il faut aussi produire une pub pour la télé, donc c'était pas n'importe quoi. C'est ça, parce que du coup, même ça, hein, avec Alexandra, Alexandra m'a beaucoup aidé sur le sujet, appeler les labos, parce qu'il faut que ça passe dans un labo, la pub, tu vois, pour être au format, c'est pas un fichier MP4. Et puis, ils demandent un nombre de trucs, moi, c'est moi qui m'en étais occupé de les envoyer. La RPP aussi, c'est-à-dire que la RPP, donc c'est en gros l'organisme qui valide si juridiquement et dans les codes ça passe, et c'est eux qui vont décider si tu dois mettre les messages manger, bouger, éviter de grignoter dans la journée, etc. Mais tous ces trucs-là, tu vois, c'est tout nouveau et c'est fastidieux, et tu dois envoyer ça aux régies. Et est-ce que, attends, juste pour revenir à ma question, est-ce que, parce que nous on avait fait ça, et donc pareil, on avait contacté les régies, et en fait nous notre argument c'était, les gens qu'on va faire venir regarder la pub sur la télé, c'est des gens qui regardent pas la télé. Donc en fait, on va vous faire un apport d'audience. Bah ça, moi je l'ai pas eu, je l'ai eu a posteriori. Okay. C'est-à-dire que moi je me suis dit, Alexandra, après la pub, elle était partie voir W9, je sais plus pour quelle raison, enfin le groupe M6, je sais plus pour quelle raison. Et ils lui ont dit, ouais, on a eu un pic d'audience à ce moment-là, il fallait nous le dire. En fait, on vous l'aurait donné le passage. Ouais, bah nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on leur a dit, c'est qu'on a dit, en fait, les créateurs vont prévenir leur communauté que la pub passe à tel moment, et donc ça va vous ramener de l'audience, et donc en fait offrez-nous le spot, parce qu'en fait et ils vont l'offrir, et ils nous l'ont fait payer genre 1 000 €, tu vois. Bah non mais nous moi j'ai eu ça sur un créneau TPMP, j'ai eu ça si j'avais juste eu au KLM, parce que j'avais eu le mec de la régie était au courant du truc, et donc voilà, il m'avait fait vraiment un prix très accessible. Et je crois que Canal aussi. Au final, quand on leur a expliqué le truc, parce qu'ils comprenaient pas, c'est rare que les gens appellent la régie en direct, tu vois. Généralement, t'as des agences médias très connues qui te font un plan média sur des mois avec plein de chaînes, ils s'en occupent, et voilà. Donc non, ouais, il y avait ce côté in-house de devoir appeler, et donc on fait un passage sur une soirée, et donc ce qui nous permet de faire un tweet en disant la pub sera diffusée tel jour à telle heure, plus ou moins 15 minutes, parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu peux pas décider de l'heure exacte à laquelle va passer ta pub, c'est un tunnel de pub, c'est un créneau, et ça va être entre 19h30 et 19h45, et elle va passer, etc. Et l'anecdote, c'est que pendant les Marseillais, il y a plein de pubs, et surtout que les Marseillais, ça dure 2 heures à ce moment-là, enfin moi je sais pas, tu vois. Donc moi, grosse appréhension, est-ce que j'ai bien fait mon taf, tu vois, est-ce que la pub va être diffusée? Je suis là, je sais plus, à 19h dans l'écran, il y a rien. J'attends 19h30, il y a rien. Je regarde sur Twitter, on top tendance W9. Des insultes, vous avez même pas passé la pub de Mystery, ça tombe pas contre nous, ça tombe contre W9, tu vois, qui se prennent une sauce, tu vois, parce qu'il y a la pub, elle est pas là. Donc après, et au final, moi, elle est passée plus tard sur W9, mais je l'ai pas vue, mais je l'ai vue sur TPMP, je crois, en premier. Du coup, après, eux, elle y passait au bon moment, ou sur le bon créneau. Donc moi, soulagement, ouf, c'est passé. Les produits laitiers, certes, c'est pas Nike, mais en France, ça reste quand même un truc les gens connaissent, très connu, et très culturel, et multigénérationnel. C'est-à-dire que, comme on dit, depuis 70, il y a des pubs avec les produits laitiers sponsorisés pour la vie. Toute génération a connu ça, tu vois. Donc en fait, on commence, on a mis 200 abonnés, on est quand même un compte certifié, etc. Donc les gens savent qui on est. C'est juste qu'on est vieillissant à ce moment-là. Mais que ça fait un moment quand même qu'il n'y a pas eu un gros truc sur les produits laitiers.
en 2018, ah oui, c'était c'était pas la période la plus simple. C'est ça, t'es dans une phase où on commence beaucoup à critiquer la pertinence de boire du lait, voilà, c'est ça. Et la production du lait, ce que ça peut engendrer, c'est pour ça que j'ai évoqué ça tout à l'heure en rappelant que à ce moment-là, enfin, tu vois, et le 114 vous êtes visé par des critiques, quoi. Exactement. Et donc, du coup, enfin, moi, quand j'étais petit, tu vois, j'ai 27 ans, quand j'étais petit, on me disait que manger du lait, c'était bon pour les os et que ça permettait d'avoir, enfin, tu vois, la phrase que les parents disaient tout le temps, c'est manger du lait, ça rend les os solides, tu vois. Alors, peut-être boire du lait, mais manger du lait. Peut-être tu mâches ton lait, je sais pas, on peut avoir un débat sur manger du yaourt ou pas, mais. Quand tu manges du fromage, tu manges du lait. Mais quand tu bois du lait, boire du lait, ça rend les os solides, c'est un truc qu'on n'entend plus aujourd'hui, tu vois. Bah, parce que j'ai pris la décision, je ne suis pas tout seul, mais j'ai fait valider la décision. En tout cas, j'avais l'intention d'arrêter tout ce qui était communication santé. C'est-à-dire que pendant des années, effectivement, toutes les marques, l'argument santé était un argument vendeur. Ouais. Qu'on soit une Interpro, une marque, voilà, pour du jus d'orange, il y a des vitamines C, c'est bon pour la santé, etc. Voilà. Et on est arrivé à un moment donné où, le matraquage publicitaire sur la santé, tu vois, il y a, à part les fruits et légumes, tu vois, il y en a aucun qui passe aujourd'hui, tu vois. Manger 5 fruits et légumes, voilà, personne va arriver et dire, oh, les légumes, tu vois. Mais en fait, même s'il y a un truc de ton aliment, quel que soit l'aliment que tu représentes, s'il a une qualité pour ta santé, tu peux être sûr que avec la culture internet, etc. qu'il y a aujourd'hui, ça va être parce que dégommé parce qu'il y a forcément un truc qui peut être négatif. Les produits laitiers, quand ils disaient il faut consommer trop de produits laitiers, c'est bon pour les os, etc., ils s'appuyaient sur des choses concrètes. C'est juste qu'ils ont tellement communiqué là-dessus, c'est qu'au final, on savait plus. Est-ce que le message, il vient de la santé publique, c'est-à-dire de l'ANSES ou le PNLS, etc., ou est-ce qu'il vient des produits laitiers, parce qu'on le disait plus que oui, puis t'as quand même ces trucs qui existent depuis quelques années, un peu de théorie du complot, machin, c'est ça. En fait, les mecs payent pour faire boire du lait, mais dans les recommandations de santé publique, on recommande 3 produits laitiers pour les enfants et l'adolescence, 2 produits laitiers à l'âge adulte, enfin en tout cas voilà, et le calcium, qu'il soit dans les produits laitiers ou ailleurs, qu'il y en a dans les sardines, les amandes, etc. Bref, peu importe. Ça renforce, enfin, ça contribue à la santé osseuse, tu vois. Alors moi, je suis pas médecin, je juste réplique, mais il y a une réalité. Mais quand tu arrives dans un moment où t'es pas au top, que t'as une image de lobby du lait, qu'il y a tous ces sujets sur l'exploitation des animaux, sur la santé, bah tu peux pas te positionner tu vas arrêter de continuer. Donc moi, j'avais dit, la recommandation, c'est quand même d'arrêter de parler de santé et laisser les autres parler de santé à notre place, parce que de toute façon c'est pas à toi de le faire, c'est recommandé, c'est pas à nous. Le monde est là, voilà, il change, il évolue, et on a d'autres arguments, enfin il n'y a pas que ça. Bon, ça c'est un peu première collab avec un créateur, gros succès, et c'était pas choisi dans la timeline. Celui qui était choisi, on avait en parallèle, on avait un Squeezie, McFly et Carlito, où je voulais, en fait, l'idée, ça arrivait en parallèle, mais je voulais tester, en fait, est-ce que les produits laitiers sont des amis pour la vie a encore une résonance aujourd'hui, parce qu'il y a quand même toute une génération, les 2005, enfin tu vois, ceux qui sont nés en 2005 n'ont jamais vu la pub, n'ont jamais entendu ce slogan. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'on se connaît? Et donc c'est là où ils ont fait, Squeezie a fait la chanson 90 versus 2000 avec McFly et Carlito, où ils chantent les produits laitiers sont des amis pour la vie. On voit tu vois, 90 versus 2000, on voit la pub. Ça, c'est un partenariat à ce moment-là? Oui, c'est un partenariat. C'était une commande directe, et le brief, c'était les produits laitiers sont des amis pour la vie. Comme vous voulez. Squeezie était chez Webedia à l'époque. Quand je l'envoie, il me dit envoie un brief. Moi, tu vois, je dis mais il y a pas de brief. En fait, c'est juste fais ce que tu veux. Les produits laitiers sont des amis pour la vie. Je veux juste savoir, voilà, est-ce que ça marche aujourd'hui? Il fait ce qu'il veut sur cette base-là. Donc tu vois, et lui il arrive avec cette idée, les produits laitiers, les amis pour la vie, ça date quand même d'un certain moment. Il avait cette idée de faire 90 versus 2000, il me la propose, moi je dis ouais, let's go. Et il fait cette chanson qui a fait du coup 30 millions de vues. Donc énorme, et on voit que voilà, il commence par l'avoir, on la voit à la télé, il défile des différentes pubs, que ce soit quand il y en a marre, il y a Malabar, enfin bref, les pubs des années 90-2000, et il finit par les produits laitiers sont nos amis pour la vie, et il se met à le remixer avec McFly et Carlito qui sont sur la piste de danse, Squeezie il le remixe en DJ, et après les gens ils dansent, et voilà, ça donne cette chanson. Donc il y avait aussi ce partenariat en parallèle, donc forcément t'arrives, il y a Squeezie, Mr. V, ça fait quand même... C'était pas voulu que ce soit en parallèle. C'est pas exactement la même période, mais sur un trimestre, c'était à peu près pareil. Et après, donc du coup, ça nous a permis d'avoir cette résonance d'un coup, de dire voilà,
on est revenu, etc. Mais j'ai pu le faire parce que en 6 mois, j'ai eu des chiffres astronomiques sur Twitter qui ont arrivé. En 6 mois, t'es passé de 1200 ou 1500 followers à 80 000 ou 100 000 abonnés, tu vois, c'est arrivé. Enfin, c'est limite les 100 000 retweets, il y a des mecs qui sont abonnés, enfin, tu vois. Puis il y a un autre partenariat qui nous a aussi, et ça représente aussi l'audace, c'est avec Check Food où on a emmené Al Capote à la ferme. Au centre d'agriculture. Explique peut-être pour ceux qui savent pas qui est Al Capote. Alors Al Capote, mais ça, vous faites faites une une recherche. d'audace. Vous faites déjà juste le nom peut déjà ceux qui le connaissent pas interroger, ceux qui connaissent vont rigoler et ceux qui ont vu s'en souviennent. Al Capote, c'est quand même un rappeur. Oui, c'est un rappeur très tendancieux. Oui, voilà, très tendancieux. Voilà, c'est pas. C'est peut-être l'inverse de Big Flo et Oli si on peut prendre un. Ouais, c'est ça. Un parallèle. C'est Big très Flo bien. et Oli, l'opposé. c'est assez grand public. Al Capote, c'est très controversé. Voilà, hardcore, mais c'est un peu un personnage. C'est pas non plus celui qui va. Oui, c'est complètement, il joue un rôle. Il joue un rôle, voilà. C'est faut ramener les choses, c'est qu'il joue un rôle et c'est un grand personnage dans le milieu du rap. Et du coup, en fait, moi, j'avais cette idée de faire un contenu. À la base, la commande, c'est quoi? Parce qu'il y a qu'une commande à la base en termes il y a des problématiques chez les produits laitiers et notamment les formations. Enfin, on a du mal à recruter dans la filière laitière, que ce soit pour faire du fromage, les éleveurs, dans les usines, etc. Il y a beaucoup de métiers, mais peu mis en avant et souvent, c'est des métiers en province parce que à l'heure où tout le monde vient en ville, c'est nous, on est présents partout parce que les fermes sont sur le territoire. Souvent du fromage à Paris, quoi. Voilà, et puis c'est des fromages de terroir, t'as les usines aussi pour collecter le lait, t'es obligé d'être pas loin des fermes, donc c'est souvent en province. Donc maintenant, pour attirer les gens vers les campagnes, c'est plus compliqué. Et au final, ils étaient en manque d'étudiants. Tu vois, il y a une classe, je sais plus, c'est l'école à Saint-Lothaire, il me dit, j'ai plus qu'un étudiant dans la classe. Donc, il y a un seul gars qui s'est inscrit. Il y avait un seul gars qui s'est inscrit, tu vois. Genre, c'est pas toute la France, mais dans cette école, tu te dis, bon, ok. L'école dans Paris, dans le 18e, moi, ils étaient 6. Tu vois. Et moi, j'ai cette problématique. Donc, ma première idée, c'est d'aller voir quand même l'école, d'aller voir les élèves. Qui sont ces élèves et qu'est-ce qu'ils regardent, c'est quoi l'affinité qu'ils ont. Pour proposer un contenu, tu vois, l'idée c'est pas de faire un contenu typique marque employeur si tu veux recruter les jeunes. Donc moi j'arrive et je parle avec eux, je dis voilà, qu'est-ce que vous appréciez, etc. Et ça va très vite, la discussion sur le rap, le foot, les séries, etc. Je dis bon, on va pas faire un match de foot pour recruter des gens, une série, c'est pas le budget, on va pas faire un morceau de rap, mais par contre ça peut faire un côté vie ma vie, amener des gens. Et au final, en discutant avec eux, et voilà, voir un rappeur qui va avoir une ferme, qui va et toi qui tu dis, je vais aller prendre un rappeur et donc je vais prendre après si tu veux te faire le benchmark de quel rappeur tu vas amener dans une ferme, des rappeurs déjà qui savent animer une émission ou s'exprimer, etc. sur un sujet qui n'est pas le leur, c'est pas évident parce que quel que soit, je dis rappeur, mais ça peut être un footballeur ou peu importe, s'exprimer, animer, etc. sur un sujet que tu ne maîtrises pas, faut y aller. Et puis, il faut entertainer quelque part. Tu vois, c'est pas un contenu informatif. Tu vois, genre, pour avoir un mec qui dit oui, si, enfin, tu vois, tu vas bloquer. Et donc, en fait, on arrive, et donc, Al Capote s'identifie très vite parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui soit aussi, qui ait eu un lien. Et là, c'est là où les gens vont se dire un lien avec les produits laitiers. En dehors des paroles tendancieuses que Al Capote peut avoir sur le lait, je vous vois venir, mais il aime beaucoup le fromage. Il adore le fromage et il a beaucoup de lyrics et de punchline avec le fromage. Tu vois, même si elles sont pas forcément les plus jolies, mais voilà, il va dire, voilà, je mange du fromage comme à Datoche, je bois du vin, etc. Ou tous les matins, je mange une tartine au brie, et je me réveille, je tartine Martine au brie. Bon, voilà, désolé pour la punchline, mais c'est... voilà. Il a beaucoup de références fromagères, et surtout, il s'appelle... Et toi, tu vois, c'est là où je trouve que ta strat et le fait que t'ailles jusque là, c'est fou. C'est que les 3/4 des marques, elles se disent mais nous on s'associe jamais à ça. Mais bien sûr. On veut pas machin, tu vois. Bien sûr. Et toi tu te dis mais vas-y, je la prends l'opportunité, elle est géniale. C'est ça. Tu et vois. surtout la dernière anecdote, moi c'est cette vidéo qui m'a fait trancher, c'est que je me souvenais d'une vidéo et je l'ai mis longtemps à la retrouver parce que YouTube regorge de plein de pépites. Al Capote avait présenté une de ses mixtapes il y a très longtemps comme un plateau de fromage. Donc il avait dit moi je suis le pain et je m'associe à n'importe quel fromage. Et du coup il avait cité mais genre une dizaine de fromages comme ça. Et il s'appelle le maître crémier, etc. pour d'autres choses, mais n'empêche il avait cette culture, tu vois, c'est pas évident, tu vois. Et donc je me dis ouais c'est génial et surtout c'est inattendu. Et entreprendre un rappeur lisse que tu t'attends, etc. Il y a un moment donné ça va pas surprendre. Et surtout, on a l'avantage aussi de s'associer à un média rap qui est tchèque, et du coup, qui ont un format Check Food, et où, bah voilà, la crédibilité, tu l'as déjà par le média. Et donc, en fait, avec ça, t'emmènes Al Capote dans une ferme. J'emmène Al Capote dans une ferme, ce qui donne, voilà, des images, déjà, quand tu dis j'emmène Al Capote dans une ferme, tu dis quoi? Donc, il va traire des vaches, il va fabriquer du brie de melun, du brie de Meaux, etc. Enfin, tu vois, tu le vois retourner des meules de fromage, faire avec la Charlotte, etc. Alors oui, mais encore une fois, authentique, c'est-à-dire qu'il a son joint, il fait ses punchlines, etc.
il y a une discussion très Il est improbable. dans son personnage. Il rencontre l'éleveur, tu vois, Jean-Claude, que je salue aussi, qui le remarque et qui a accepté de jouer le jeu, hein, parce que Jean-Claude, tu vois, et sait pas qui Capote c'est est quand il arrivé le à voit 5h du matin à la ferme, à l'heure, c'était le premier, hein. Tu vois, genre, même ça, tu vois, j'étais même pas serein, tu vois, sur le côté, tu vois, genre, et pas parce que c'est lui, mais tu dis à quelqu'un, rendez-vous à 5h, fin fond de la campagne à Meaux, tu vois, pour faire du bruit. Tu peux arriver à aller... D'autant plus quand c'est un rappeur, les rappeurs ont C'est ça, plutôt et en plus c'était en hiver, tu vois, c'était pas la meilleure période, retard. on était au mois de janvier, enfin tu vois, c'était pas les conditions les plus propices. Et il arrive, il était vraiment à fond dans le truc, et à la fin, à 7h, bah, tu vois, il finit la traite, etc., à 8h, bah voilà, un petit verre de vin rouge avec du fromage, il parle avec Jean-Claude, il lui dit, mais je veux la vie que tu as, je veux le fromage que tu as, etc. Toujours dans son personnage, donc la vidéo marche beaucoup, et après, on a fait une vidéo au Salon de l'Agriculture qui a aussi énormément marché, où il y avait Joker aussi, et ils font le tour du Salon de l'Agriculture, rencontrent ces agriculteurs, etc. Et surtout une autre vidéo où il y a eu celle avec Roanoke, etc. en crédit crossover assez improbable. Et celle aussi où on est allé, il est allé carrément passer son diplôme de maître fromager à l'école, donc au CIRFA dans le 18e, où il y a le directeur de l'école qui lui fait passer devant les élèves, où il lui pose des questions, c'est quoi qu'on met dans le Roquefort, cite-moi 3 fromages à pâte molle, enfin des trucs comme ça. Et après, il finit par transformer du fromage avec Philippe Catherine chez un fromager pour montrer qu'il a ses talents. À la fin, on fait le contenu, ça fait des vues, mais la problématique c'est de recruter. Bah, l'école a rempli la classe. Ouais, c'est ouf. L'école de base qui me dit j'ai plus qu'un élève a rempli la classe. Et ce qui est improbable, c'est que elle m'a envoyé une photo avec il y a une personne qui m'a envoyé une photo sur les formulaires d'inscription quand tu arrives dans les écoles. Tu as écrit comment avez-vous connu notre école ou la formation? Tu as via un ami, via l'ONICEP, l'étudiant, l'école. Il y avait autre, les gens écrivent Al Capote, tu vois. Et vraiment, t'as un des élèves chez qui on était dans l'école qui a été élu meilleur apprenti fromager de France. C'est ouf. Non, mais qui est venu grâce à Al Capote. Et qui était avec Al Capote à l'école. Enfin, tu vois, genre... et t'imagines, putain, le mec, il est meilleur ouvrier de France, c'est quoi ta vocation? Ouais, Al Capote m'a tout appris. Tu vois, c'est drôle. Mais pour dire, c'est que on fait des trucs drôles, on fait des trucs audacieux, mais c'est pas juste pour du... Tu vois, il y en a, je sais où j'ai souvent eu des critiques, juste pour le buzz, juste pour les likes. Mais derrière, en fait, moi, je m'adresse à une communauté. Ouais. Tu vois, c'est celle que tu cherches à aller toucher. C'est celle que je cherche à toucher. Tu vois, que des gens qui sont pas dans la cible, qui me disent ouais, c'est nul, etc. C'est pas grave, tu vois. Ouais. Et eux, en fait, ceux que je veux toucher, qui s'intéressent, qui valident, qui trouvent ça pas gênant, qui trouvent ça pas nul, que ça leur parle, et qu'au final vont jusqu'au boutiste, c'est-à-dire pour ceux qui veulent s'informer, ils s'informent. Et déjà, c'est déjà une partie gagnée, mais en plus ceux qui s'inscrivent et vont jusqu'au bout, c'est ça la victoire derrière. Et donc derrière, la finalité, c'est de dire, parce que j'ai eu des critiques en interne, hein. Le truc, moi, quand je l'ai fait pour l'anecdote... Al Capote, quand t'as dû aller faire valider ça en interne, franchement, si tu veux nous faire un condensé de trucs... L'anecdote, c'est que je l'ai pas fait valider. L'anecdote, c'est que je l'ai pas fait valider. C'est que je l'ai montré a posteriori. On m'a dit, non, c'est pas possible. Je dis, bah, c'est déjà en ligne. C'est toi qui avais dit, parce que pour info, je fais une micro-aparté, on s'est rencontrés à une conférence à Annecy, sur les sommets. Un truc assez corpo, voilà. Et il y avait une phrase qui revenait souvent, c'est vaut mieux s'excuser que demander la permission. Je sais pas si c'est toi qui l'avais dit. C'est toi qui l'avais dit, hein, à la con. Là, typiquement, c'est genre, je pense que quand tu ramènes Al Capote dans un contenu en tant que marque, faut vraiment mais en fait, c'est ça, c'est que l'idée, c'est que moi, ce que je demandais et ce qu'on me rendait, c'était la confiance. Ce que je disais, c'est que vous m'avez recruté, vous avez cette volonté, mais faites-moi confiance. Genre, on est assez pro dans nos métiers pour, on sait ce qu'on fait, etc. Il y a des risques, bien entendu. Bien sûr. Les risques, on essaye de les atténuer, etc. Donc forcément, un risque de collaborer avec Al Capote pour la filière laitière, il y a des risques. Mais comme on est via Check Food, il y a quand même le média entre nous, où nous, on soutient le média, etc. Bon, certes, on repartage, on se l'approprie, parce que c'est quand même nous qui l'avons produit, mais derrière, il y a quand même un risque. Donc forcément, au début, quand on se lance, moi, au début, j'en lance qu'un. Je me dis, je vais pas partir sur 6, si déjà le premier, voilà. Et puis, il y avait aussi on était convenu avec Martin Vachiri aussi, que je salue, qui est donc le boss de Check, et je lui avais dit, voilà, si ça se passe mal, on supprime direct, et on se fout pas dans la mouise pour rien. Mais c'était vraiment le bouton rouge absolu, mais c'est juste, tu dois le préparer dans le worst case scénario. Mais moi, j'étais persuadé que ça allait bien être accepté. C'est les seuls que j'ai dû contacter de moi-même. Après ça a été l'inverse. C'est-à-dire, je peux plus passer mon temps à dire non à des créateurs de contenu qui m'appelaient pour des collabs qu'à passer à dire oui ou voilà. Et donc Loris est arrivé comme ça. Est-ce que tu te rends compte
que ça, pour une marque, c'est très très rare. Oui, non, bien sûr. Que la plupart des marques cherchent à faire des collabs avec des créateurs et se prennent 8 bâches sur 10. Parce que soit tu payes pas assez, soit ton message il est trop chiant, soit enfin voilà. Et donc l'enjeu souvent pour les marques c'est de réussir à créer déjà le contact, c'est ça, plus hyper le créateur. Enfin normalement c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est là où tu te dis que tu réussis le job, c'est-à-dire que tu réussis à créer une image tendance et sexy entre guillemets si des créateurs de contenu eux-mêmes viennent en te disant voilà, soit en DM, soit via dans le milieu les téléphones ça tourne beaucoup, ou des gens je peux passer ton contact, etc. Et c'est là où tu te dis c'est cool. Et donc Loris, il était déjà un peu connu, il était sur, quand même, pour ceux qui regardaient, il y avait Golden News où il faisait donc cette émission de micro-trottoir avec un micro rouge à l'époque, qui était l'un des shows notamment les plus regardés, le show le plus regardé en Europe sur Snapchat, mais il explique qu'il quitte Golden News, donc il arrête ses contenus, etc. Et il était très très validé sur Twitter, et il part. Et moi je reçois du coup un DM sur Twitter de Loris qui demande, voilà, il a une idée de collab, etc. Donc moi je lui passe mon 06 et on s'appelle. Et là où pourquoi je dis qu'il y a un lien avec Al Capote, c'est qu'en fait Loris avait une idée de faire un Tour de France. Donc le Tour de France, c'est pas moi qui l'idée, comme toujours, c'est toujours les créateurs de contenu. J'aime à croire que c'est souvent eux qui ont les idées, pas moi. Les seuls que j'ai eu, c'est notamment Al Capote, etc. Mais sinon, la plupart du temps, faut rendre aux créateurs, c'est eux là, c'est le but de ces collabs. Et Loris m'appelle, il me dit voilà, je veux faire un Tour de France. J'ai une idée d'intégrer votre marque, etc. Donc moi je l'écoute, etc. J'apprécie le contenu qu'il fait, mais des fois, t'as des créateurs avec qui t'apprécies, mais il n'y a aucun lien, etc. Faut que le lien soit naturel et logique, et il est d'autant plus naturel quand c'est lui qui a l'idée. Et il me dit, voilà, moi, je veux pas avoir une marque relou chiante, qui va m'imposer des trucs à dire, et quand je vois ce que vous avez fait avec Al Capote, je me dis que vous avez une carte blanche, elle est facile. Et donc, c'est là où tu te dis, si en plus, les créateurs de contenu, tu vois, qui regardent les contenus que t'as pu créer et déduisent quelque chose de positif, mais c'est quand même un risque, et c'est le risque que les marques peuvent dont ont souvent peur en final, c'est que le gars prenne le budget, fasse le minimum syndical pour te mettre en avant, c'est là où en fait le message passe pas, que les gens captent pas et que t'es payé dans le vent. Ça revient, c'est la crainte qu'on les gens. Ça revient à ce que je disais, c'est que quand on choisit le créateur de contenu, il faut s'assurer du créateur de contenu. C'est-à-dire que, bien sûr, je comprends, dans le milieu, tout le monde n'a pas la connaissance vraiment fine de tous les créateurs de contenu, mais ça fait partie des devoirs, donc de regarder son contenu, qu'est-ce qu'il fait, les précédents partenariats qu'il a fait, comment il les intègre pour voir que voilà, est-ce que ça nous va et est-ce que ça parle, et pas s'arrêter à juste il a 1 million d'abonnés, ou il fait tant de vues, son taux d'engagement il est bien, donc ça va aller. Après on a tous nos avis sur les différents partenariats, mais moi pour les produits laitiers, les trucs de 30 secondes en début de vidéo, cette vidéo elle est en partenariat avec Intel, et du coup on fait du coup une pub pré-roll mais dans la vidéo, et après on fait la vidéo qui n'a rien à voir avec la marque. Peut-être ça marche pour certains, mais pour moi c'est pas l'idéal, et moi, ça je fais pas. Ça nous arrive aussi nous en tant qu'agence d'en faire, mais j'ai la même vision que toi là-dessus, et j'ai créé aussi l'agence aujourd'hui parce que je comprenais pas pourquoi il y avait ça qui existait en fait. Je trouvais ça pas pour assez moi c'est une pub dans une vidéo. Ouais, c'est ça. Donc après moi je peux comprendre, pour certains ça marche, mais c'est à l'image, voilà, c'est alors surtout qu'aujourd'hui maintenant on peut passer facilement, dès qu'on dit sa vidéo en partenariat, tu fais clac clac clac, tu passes le truc et ça passe. Après ça, dans les stats on peut très facilement le voir dans les vues, est-ce que ça a été jumpé ou pas, mais peut-être que ça marche pour certains, l'idée est forcément de critiquer, mais en tout cas pour nous c'est pas moi l'idée. C'est pas ce que j'aime, voilà, c'est pas ce que j'aime, et c'est pas pour moi pour moi il faut vraiment que le partenariat s'insère naturellement tout au long des vidéos. Je pense que c'est plus fort pour aussi bien ceux qui regardent la vidéo que pour le créateur de contenu. Et donc ça passe comme ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien, et c'est marrant. Et donc très vite on construit en bonne intelligence ce partenariat, et lui avait plus d'idées d'intégration que moi j'en avais. Je lui dis attention, ça va être too much. C'est-à-dire que tu vois, déjà quand tu vois que le créateur veut faire plus que toi tu pensais faire, bon, t'es assez rassuré, tu vois, tu des indicateurs. Bon, je dis non, là ça va être too much, tu vois, il y en aura trop. Moi l'idée, faut pas que, les gens aiment voir ton contenu, s'il y en a trop, il y en a trop. Et donc le partenariat avec Loris qui se fait par un Tour de France, puis par un Tour du Monde, où on a des intégrations naturelles dans toutes les vidéos, du hard du lait, une blague sur le fromage, etc., qui sont nulle part, et des vidéos dédiées comme Loris à la ferme, ou une vidéo Loris les produits laitiers, où il demande aux gens les produits laitiers pour vous, etc.
c'est des millions de vues. Enfin, Loris fait entre 2 et 6 millions de vues à chaque vidéo, quoi. Enfin, faut savoir qu'au moment du début du Tour de France, sa chaîne, elle a combien d'abonnés? Ah oui. C'est ça qui est, parce que, ouais, il y avait le pari. Loris, aujourd'hui, j'ai tendance à oublier. À chaque fois qu'il sort une vidéo, c'est top intendance, ça circule partout. Voilà. C'est un banger sur Loris, banger sur à l'époque, banger. en fait, il quitte Golden News, il a pas de chaîne YouTube. Enfin, il a une chaîne YouTube, mais tous les contenus sont sur la chaîne de Golden News. Loris a même pas 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et a 1 ou 2 contenus. Et quand il fait son Tour de France, quand il commence, il est en live sur Instagram et il dit je commence le Tour de France. C'est Châtelet, il quitte Châtelet quand j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. C'est-à-dire qu'il les avait même pas. Ouais. Et donc oui, effectivement, il y en a plein qui m'ont dit mais c'est couillu parce que ça se trouve ça allait pas marcher. Enfin, tu vois, il a pas la communauté sur YouTube, même sur Instagram, il avait pas ce qu'il a aujourd'hui. Et j'y croyais, enfin l'idée du Tour de France, comme il l'avait présenté, il a pensé, enfin pour moi c'était gold, donc je m'y suis associé assez facilement et après on a eu ce partenariat qu'on nous connaît aujourd'hui. L'avantage c'est que Loris aussi fait peu de partenariats, c'est-à-dire que il a fait les produits laitiers, enfin sur sa chaîne quoi, il y a que nous, il y a eu là dernièrement Happen, mais sinon sur sa chaîne à lui il y a que nous en fait. Donc ce qui fait que tu crées un lien fort sur du long terme avec un créateur de contenu. C'est en termes d'histoire. Et qui, en plus, a de la chance, est passé de 100 000 au début de son Tour de France à aujourd'hui, je sais plus combien il est. Mais en plus, genre, plusieurs millions de vues discuter avec lui, c'est que lui ne pousse pas l'abonnement. Non. C'est-à-dire que dans aucune de ses vidéos, il va dire abonnez-vous, activez la cloche, etc. Et c'est pour ça qu'il a un nombre de vues beaucoup plus fort que le nombre d'abonnés qu'il a. Parce qu'en fait, il a une communauté qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que déjà, il est constamment top tendance dès qu'il sort une vidéo. Ouais, parce que et puis il a pas un rythme, contrairement à beaucoup de youtubeurs où il y a un flot de contenu énorme. Il sort pas une vidéo toutes les semaines. Ça, dans les coulisses, si Loris m'écoute, c'est toujours une bataille sur la date de sortie de la vidéo. Il va dire une nouvelle vidéo mardi, et puis mardi, il n'y a rien, et puis c'est pas genre le lendemain, c'est peut-être 5-6 jours après. Et moi, ça, en tant que marque, il faut savoir s'adapter aussi. Voilà, il faut savoir s'adapter. Mais après, faut l'accepter. Voilà, c'est que après faut le savoir dès le début, tu le sais, bon tu as vu, après voilà, il va te dire bon bah je la diffuse ce soir à telle heure et c'est pas du laxisme, c'est que Loris c'est quelqu'un de très très exigeant avec lui-même, très professionnel et il va se regarder la vidéo, son montage parce que c'est lui qui monte. Donc tu vois, j'ai vu un peu la même similitude avec Yvick. Voilà, c'est quand tu vois qu'un youtubeur comme un créateur de contenu mais sur YouTube en tout cas, Yvick monte encore tout seul ses vidéos. Encore aujourd'hui ? Ouais, encore aujourd'hui. Alors après, il va avoir soit un monteur qui va lui faire un ours. Enfin, tu vois, voilà. C'est un bout à bout de tous les éléments. Voilà, en gros, il va prendre les meilleurs passages, mais Yvick va quand même vouloir avoir le dernier mot sur le montage final, tu vois. C'est ce côté un peu vraiment très perfectionniste de la vidéo. Et Loris, c'est pareil. Loris, quand il fait ses vidéos, s'il y a un truc qui va pas dans la vidéo, il va pas la publier. Donc en fait, quand il dit nouvelle vidéo mardi, alors qu'on est genre le jeudi de la semaine d'avant, la vidéo n'est pas prête. Il fait ça exprès pour se mettre une pression et de se dire ça va me pousser à la monter. Et du coup, quand tu arrives le mardi soir, même avant le truc, si elle est pas finie, bah en fait, il la publie pas. Il y a un truc que t'as déjà. Il y a une collab comme ça où t'as déjà refusé un truc ou pas ? C'est déjà arrivé une fois ? Un truc où tu dis non, ça non. Qu'on t'a proposé. Qu'on m'a proposé ? Bah quand je dis non, c'est quand je dis non, c'est que les concepts ils sont. Enfin, tu vois. T'as des créateurs de contenu que, enfin, comme je te dis, il faut le choisir. Ouais. T'en as qui, ils ont beau avoir des millions d'abonnés, etc. Quand on te dit, ouais, je vais mettre un verre de lait dans ma vidéo, tu vois, l'intégration elle est nulle. Enfin, tu vois, genre, ouais, enfin, super, tu vois. Ou, tiens, je fais une vidéo, il y a rien à voir, et hop, d'un coup, j'ai du fromage. Donc, tu vois, ça, tu dois quand même répondre, tu vois. Mais est-ce que c'était déjà arrivé de dire non parce qu'un des créateurs avec qui tu voulais bosser, ou que t'avais choisi en tout cas, était allé trop loin? Non, franchement, là, comme ça. Non, soit il y avait des idées, au final, ça fait soit des idées que j'ai. Ou le concept, pas l'intégration des produits laitiers, j'y croyais pas trop, mais sur l'intégration. Non, j'ai jamais eu un truc. Non, j'ai jamais eu où c'est abusé, non, parce qu'en fait, tu vois. C'est peut-être ça la meilleure définition de l'audace. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est eux qui se mettent plus dans une position de pression. De se dire. Parce que, j'ai une liberté. Tu vois, faut quand même que je fasse attention. Et du coup, en fait, ils sont plus ils se mettent plus dans une pression, en fait, de se dire. Je vais respecter, tu vois, cette liberté que j'ai, la confiance, et je vais la rendre, que de se dire, bon, vas-y, je vais très loin. Même un profil comme Yvick, où il peut aller très très loin, etc. Et moi, je m'amuse souvent à dire oui à tout, parce qu'en fait,
il vit comme l'intelligence de la blague. Enfin, tu vois, même quand il joue le caractère beauf, tu vois, c'est toujours, tu peux toujours faire un faux pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y en a jamais. Et c'est surtout pas moi qui vais lui diriger des blagues, hein, tu Ouais, vois. Je peux être drôle, mais quand même, il y a des limites. J'aurais pas fait ce métier. Moi, j'avais échangé avec Red Bull, tu vois. Et parce que bon, on avait discuté avec eux sur différentes collabs, différentes choses, etc. Mais Red Bull, ce qui est fou, c'est que eux, à aucun moment, ils veulent vendre une canette en fait. Ils travaillent le brand love et le top of mind des gens. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont créé. Enfin, c'est mineur, c'est hyper réfléchi, tu vois. C'est ils vont chercher des communautés. Bah, la communauté, enfin, tu vois, avec Rap Jeu, c'est la communauté urbaine, etc. machin, sur laquelle ils voulaient aller se positionner. Depuis la nuit des temps, ils sont sur le sport extrême. Et ils investissent énormément sur ce genre de choses. Et plein de pourraient se dire, bah ouais, mais à quel moment tu fais? Et au final, bah s'ils le font, c'est que ça doit marcher. Les mecs ont une fucking écurie de F1, tu vois. Tu vois. Et c'est une boîte qui fait des boissons de foot, tu vois. C'est dingue, tu vois. Et pourtant, tu les vois pas faire des pubs en mode nouveau parfum agressif, tu vois. Tu vas avoir des affichages, des trucs classiques, mais... Ouais. Quand tu penses Red Bull, moi je pense d'abord, enfin tu vois, moi je regarde la F1, je pense d'abord à la F1 avant de penser à la canette, tu vois. Mais du coup, tu l'associes aussi, tu vois. Même dans le grand public, tu vas avoir le mec qui a sauté de l'espace, tu vas avoir, enfin tu vois, les trucs de plongeon. Le Red Bull Stratos, voilà, tu vois. Ouais. Donc, c'est à un moment, c'est l'image de marque t'insère dans le cerveau, quoi, tu vois. Après, tu l'as et tu l'en références et t'associes du coup cette marque à des choses. Et au final... à une autre échelle, mais c'est aussi ce que tu as fait avec les produits laitiers. Bah c'est ça, c'est-à-dire que au final, si tu regardes tous ces contenus, ils ont un ADN commun. Bien sûr, après on a fait des vidéos avec Jamy ou des trucs comme ça, mais je pense que personne ne peut dire Jamy je l'aime pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais on a fait des vidéos avec Jamy sur parce qu'on a des fois on a aussi des messages plus corpo à passer, mais il reste quand même un corpo plus sérieux, tu vois, genre sur l'environnement, sur les trucs comme ça, parce que voilà, les vaches laitières parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues à partager, et puis il y a aussi à rectifier, pardon. Et il y a aussi des initiatives qu'on fait un peu plus sérieuses qui nous légitiment aussi sur cette communication. Il faut aussi que tu aies exploré d'autres terrains. Parce que là, on parle sur toute la partie marketing d'influence, mais il faut savoir que à côté, ce qui m'aide, c'est que dans le fond, la filière laitière a une responsabilité, enfin une démarche de responsabilité sociétale qui aide aussi à pousser le propos. C'est-à-dire que si derrière la filière ne prenait pas en compte du tout tu vois les attentes sociétales, etc., tu vois, ça collerait pas, tu vois. Si à côté moi je fais ces contenus et à la pub t'entends bouffer 3 produits laitiers par jour, c'est bon pour la santé, etc., tu vois, il y a un moment donné on va te le fustiger à chaque fois. Mais comme on voit que même notre communication de manière 360 s'adapte à ça. Et dans cette même mouvance, même sur le côté sérieux, en fait, au final, parce que t'as aussi un truc où, si à un moment, ça devient méga clivant, enfin, tu vois, si à côté de ça, c'était pas adapté, en fait, les créateurs, ils diraient non, tu vois. Les créateurs diraient non, et dans les commentaires, etc. Et entre la première année et l'année où on est aujourd'hui, il y a une diminution de ce type de commentaires, etc. Et il y a tout un travail aussi qui se passe en DM où les gens viennent nous voir, ouais, mais vous êtes qui? Oh, mais vous êtes un lobby, voilà, etc. Et il y a cet échange très sérieux qui peut avoir, parce que c'est pas des débats que tu peux avoir notamment sur Twitter, enfin, tu vois, des discussions, parce qu'après, ça part dans tous les sens. Mais ça veut pas dire que ça doit laisser sans réponse. Donc, tu vois, les gens, ils posent des questions, on y va, et ça nous empêche pas d'avoir des communications peut-être un peu plus sérieuses sur ces sujets pour les aborder quand même, et qui qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tu peux pas être juste le mec qui fait des sourires, qui rigole et qui est rigolo, et qui derrière aujourd'hui une armée de cadavres. Tu vois, faut rassurer aussi les consommateurs, ceux qui se posent des questions, parce qu'on voit un peu de tout et son n'importe quoi. Donc là, si t'avais un conseil à donner, tu vois, je suis une marque, je suis représentant d'une marque, je fais ou je cherche à faire de l'influence, tu vois, essayer de rentrer dans ce milieu-là, dans ce marché-là. Est-ce que tu aurais 1, 2, 3, enfin en fonction, je sais pas ce que tu dirais. J'aime pas trop l'idée de conseil à donner. C'est pas un conseil, mais très prétentieux. Peut-être un best practice que toi t'as. Mais ouais, enfin moi, après, de ton expérience. C'est toujours très con, c'est des choses que je répète souvent d'ailleurs, mais c'est pas oublier le côté, enfin sur l'influence, le côté humain. Enfin vraiment, c'est des relations humaines avant tout. Parce que au-delà qu'on représente une marque et lui représente une entité d'un média, enfin on peut l'appeler ça comme ça, hein, c'est une chaîne YouTube, voilà, c'est une forme de média. C'est quand même un partenariat entre deux humains avant tout, qui se rencontrent, qui échangent, etc. Et c'est l'écoute et la compréhension de l'autre en fait. Donc même s'il y a un échange de briefs, il y a un échange de budget, etc. Avant tout, enfin moi partout, alors bien sûr je suis pas devenu meilleur pote avec tous les créateurs de contenu, mais il y a une importance à bien s'entendre, en tout cas humainement, en tout cas, et ça vraiment c'est souvent le conseil que j'ai à donner. Alors il y a plusieurs niveaux. Moi j'ai la chance de travailler en direct avec les talents,
Les créateurs de contenu, voilà. Après, ça arrive, ils sont représentés en exclusivité, c'est le modèle. Moi, j'ai rien contre ça. Michou, Inox, etc. par exemple, Squeezie avant. Et t'en as d'autres qui sont avec des agents, mais peu importe. Mais souvent, une entreprise, par exemple, une marque qui va vouloir faire de l'influence, bah, forcément, on peut me dire, t'es mignon, mais moi, j'ai pas le numéro de Mr. V. Tu vois, tu vas pas appeler du jour au lendemain. Donc, souvent, t'as les adresses mail, tu fais. Mais souvent, ils vont passer par une agence. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'exiger de rencontrer le talent. Parce que souvent, ça ne se fait pas forcément. Mais écoute, moi, j'ai une question là-dessus. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que je citerai pas de nom, machin, je veux pas créer de drama ou quoi que ce soit, c'est pas l'objectif, mais on est dans une démarche où je trouve... Moi, c'était quand j'étais côté annonceur, c'était un prérequis. C'était moi, je veux parler au créateur. Je fais pas des trucs via quelqu'un sans jamais parler à la personne. Parce qu'en fait... Je veux qu'ils sentent aussi nos valeurs. Et la seule manière de transmettre les valeurs de la manière la plus pure possible, c'est de... Moi, qui représente le plus les valeurs de la marque que je représentais, c'est de les transmettre directement à la personne qui va en parler. Parce que c'est... Bien sûr. Tu veux être sûr que ton brief il soit bien compris par la personne qui va exécuter. C'est ça. Et mais c'est même pas une question de brief, c'est juste une question de nous à l'époque, enfin la marque que je représentais c'était un peu pareil, tu vois, on voulait être très flexible, on voulait que les gens se proposent leurs idées, machin, etc. Mais ça, si t'as 12 intermédiaires, l'idée elle peut se perdre, tu vois. Et je sais plus où je veux en venir exactement, mais j'ai un sentiment aujourd'hui que depuis notamment le Covid, le marketing d'influence a fait quand même un gros boom, il y a beaucoup plus de partenaires, de marques, de collabs, etc. qui existent, et que les créateurs qui se sont représentés, et on en représente certains chez nous, ont toujours une volonté de garder la marque le plus loin possible, pas se faire emmerder, rentrer dans mon contenu, machin, vas-y, je vous mets là, et puis, tu vois, pas tous, mais c'est un truc qui existe beaucoup, et je trouve ça dommage, tu vois. C'est pour ça que j'en parlais avec Naotech que j'ai reçu ici, lui il disait qu'on est à des années-lumière de ce qu'on devrait atteindre d'un point de vue relation commerciale en fait, entre le créateur pur et la marque avec laquelle il bosse, tu vois. Même s'il y a un intermédiaire ou pas d'intermédiaire. Mais c'est juste, on est tombé dans un truc où je pense que certains très gros notamment, qui sont sursollicités aussi évidemment, hein, je leur tire pas dessus du tout, hein, mais c'est qui sont sursollicités. Ils ont des agents, les agents ils sont là pour tanker, pour surtout que la marque parle le moins possible avec le profil, pour le créateur, pour pas qu'il l'emmerde, machin, etc. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot exiger. Ouais. Parce que souvent, pour X raisons, dont celle que tu viens de citer, soit protéger le talent ou soit éviter que le talent soit en contact. Mais c'est aussi parce que les marques n'ont pas toujours la bonne démarche quand elles parlent au créateur. Hein, donc, Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette relation humaine. C'est pour ça que je précise ça dans un premier temps, parce que beaucoup de marques voient les talents, enfin les créateurs de contenu, comme des panneaux publicitaires. Et c'est par une méconnaissance du coup du talent en question, et de se dire, tiens, tu vas dire ça, exactement comme ça. Moi j'en ai eu plein, hein, des retours de créateurs de contenu, me dire, regarde le brief que j'ai reçu, cite ça exactement, alors que c'est pas du tout dans la manière dont il parle. Donc en fait la marque ne sait même pas que même s'il acceptait de le faire, bah, ça plomberait du coup l'image de la marque et de la vidéo. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une relation humaine, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter et comprendre. On peut pas exiger non plus à tout le monde de connaître le milieu d'un coup, etc. Et tu vois, tu veux pas reprocher à quelqu'un de se dire, voilà, il y a des gens, ils arrivent sur le milieu de l'influence, c'était pas leur sujet, mais tu vois, la plupart, ils ont des DRP, et puis hop, on leur dit, il faut faire l'influence, c'est rien à voir un journaliste, c'est un créateur de contenu, et lui, il a un objectif, il faut diffuser un message. Ou alors du média, et ça, c'est encore pire, quand du média, l'agence média qui fait en fait du média buying, donc voilà, exactement. de l'achat d'espace. Et qui se dit, bah en fait, l'influence un peu pareil, je vais acheter un espace chez quelqu'un en natif. Mais en fait, donc souvent, c'est con, mais c'est pour ça que je dis c'est des conseils de base, mais c'est d'abord regarder les vidéos que le créateur de contenu fait, comment il parle, comment il s'adresse, etc. Et de voir que voilà, s'il a certains chiffres d'audience et que ça vous intéresse, bah en fait, c'est comme ça qu'il est. Et ensuite, quand vous voyez l'agence, bah des fois l'agence va faire soit tampon en disant non mais vous inquiétez pas, donnez-nous le brief, on va le voir, etc. Il va sortir X ou Y raison parce qu'il veut pas, vous voyez, ou peut-être que le créateur de contenu a demandé à ne pas avoir de relation directe, mais là après c'est un requis, c'est-à-dire que nous on veut, mais on veut être sûr qu'au moins ils participent. Quand j'ai rencontré, voilà, que ce soit par call, par visio, etc., peu importe, mais échanger avec lui, qu'au moins lui vous écoute, qu'il vous voit, parce que sinon en fait vis-à-vis du créateur de contenu vous restez juste un budget. Ouais, c'est ça. Vous restez juste un budget. Et en fait souvent, même, enfin pour moi tout le temps, dès que j'ai eu toujours le créateur de contenu en fait en face de moi et où je parlais avec lui, il fait plus que ce que vous demandez. Ouais. Parce qu'en fait, pas forcément en termes de volume, mais genre en tout cas en investissement. Parce que voilà, si le feeling y passe, etc. Je demande pas forcément à devenir meilleur ami, etc. Je dis juste que il va voir que vous êtes sincère,
que en fait vous voulez faire un contenu avec lui parce que vous appréciez ce qu'il fait, etc. Et donc du coup il va vous le rendre bien. Et moi dans ma position d'agence, c'est une question que je me suis posée aussi, tu vois. Quand t'as une marque dans un premier temps qui t'appelle, tu lui proposes un profil, ce profil-là plaît, marche, tu fais une première collab et après la marque l'appelle en direct, tu vois. T'as cette crainte de te dire bon bah en fait la première fois ils sont passés par moi et tant mieux parce que je leur ai présenté le profil, le truc a marché et tout, et qu'après en fait ils se passent sans passer par toi du coup directement. Après ce que je veux dire c'est que ça peut être le jeu, c'est une forme de crainte, mais après t'as des marques qui respectent totalement t'as des marques qui sont là, t'as des marques qui sont exclusivées, et après au niveau de l'agence, alors là moi c'était un conseil niveau annonceur, mais au point de vue de l'agence c'est de montrer à quel point vous êtes indispensable dans cette relation, tu vois, genre et après il y a un moment donné ça peut même être positif que la personne après la marque travaille en direct avec le talent, et que après c'est aussi une réflexion avec le talent, est-ce que le talent, pourquoi il vous tient pas au courant que la marque la contacte en direct, donc ça montre qu'il y a un couac dans la relation. Mais d'un autre côté ça peut aussi montrer que si t'as besoin d'un autre talent, nous on peut t'en trouver d'autres, parce que de toute façon tu sais que comme moi, qu'une fois que t'as trouvé un talent tu vas pas non plus faire du contenu avec ce même talent ad vitam aeternam. Mais tu vois c'est un sujet que j'avais longtemps abordé avec quelqu'un qu'on connaît en commun, salut Damien, monsieur Mescudos, et qui est Mescudos, El Boss, où on avait ce regard de en fait le rôle des agences pour lui dans l'influence, et c'est là où que je partage complètement sa vision, d'ailleurs c'était une longue discussion qu'on a eu là-dessus, c'est réussir à traduire un langage qui est celui des codes internet, des créateurs, etc., que, en fait, toi, tu l'as capté chez les produits laitiers, ok, ça c'est validé, mais en fait, c'est très rare, tu vois. Très souvent, les marques n'ont pas capté ces codes-là, mais le rôle de l'agence est l'influence, l'intérêt de l'influence, mais c'est faire cette traduction entre les langues pour réussir à expliquer d'une part à la marque comment en fait bien bosser avec un talent, et puis à certains talents aussi parfois comment quand même respecter ton partenaire, tu vois. Après le rôle de l'agence c'est multiple. Pour le talent il va le décharger sur toute cette partie de gestion de projet, etc., mais aussi cette gestion de commercial, c'est-à-dire qu'à un moment le talent il a des idées de contenu, l'agence doit trouver des marques qui fit avec le contenu, et par moment c'est l'inverse, c'est-à-dire que t'as une marque qui veut se mettre dans l'influence, va contacter une agence et va lui dire tiens quel créateur serait le plus pertinent. Alors après t'as deux modèles, t'as les agences qui vont placer leur top talent en premier quoi qu'il arrive, et pas forcément le plus pertinent, et t'as ceux qui vont quand même aller chercher le plus pertinent pour la marque. À ce moment-là, c'est là le rôle de l'agence, c'est-à-dire que la marque, si elle a pas le temps ou la connaissance de tout YouTube pour savoir quel talent créer, l'agence la marque va compter sur l'agence pour lui trouver le meilleur talent. T'expliquais aussi ce rôle tu donnais l'exemple de la marque qui dit mais moi je connais pas, j'ai pas le numéro de machin, etc. C'est aussi le rôle de l'agence d'avoir un réseau, une crédibilité, etc. On a bien dépassé le créneau là, mais c'est trop intéressant. Je sais pas quelle heure il est, mais en général on essaie de faire 1h15 max, tu vois. Je pense qu'on est déjà à 2 heures, Greg, si je dis pas de bêtises. C'est pas grave, c'est un long métrage. Mais c'est très bien parce que c'est intéressant du début à la fin. On a un petit rituel de fin. Ouais. C'est vraiment le truc qui a marqué les gens, tu vois. Ok. Un truc qui vraiment a marqué les gens dans le temps. C'est quoi pour toi le marqueur social des produits laitiers ? Ce à quoi t'as participé ? Il y a le compte Twitter, parce que forcément il a, je pense, beaucoup bousculé le monde de la communication, en tout cas sur les réseaux sociaux, où on a vu naître aussi après. Je dis rien que j'ai inventé, mais de toute façon aujourd'hui plus personne n'invente des choses, mais on innove. Mais en tout cas j'ai amené un souffle, en tout cas sur Twitter, je pense. Je dis ça bien modestement, en tout cas en France, où des marques se sont lancées plus facilement sur ce type de communication, etc. Mais après c'est Mister V et Loris. Je pense que dans ces deux cas, ça surtout que c'est sur du long terme, c'est ça que j'aime bien, c'est pas du one shot. C'est-à-dire que aussi bien ces deux collaborations, c'est du long terme. J'ai même reçu pas mal de messages qui montrent la beauté en fait d'une marque qui accompagne un créateur de contenu à réaliser des projets sur du long terme en fait. Tu vois, Loris il fait Tour de France, Tour du monde, on le suit jusqu'au bout, ça crée vraiment une relation. Et Yvick, même si c'est une fois par an, tu sais que tu vas retrouver le truc. On sait, et puis Yvick, ça crée un mème. Quand tu crées un mème, et encore pour en discuter avec lui, ça fait beaucoup là, sur cette vidéo, à aucun moment donné quand il l'a écrit, il s'est dit tiens, ça va faire un mème. Et tu peux jamais te le dire. Même d'autres, j'en ai discuté avec eux. Comme son tu discutes souvent entre te dire tiens, ça va marcher, et au final c'est un autre bout qui marche, quoi. Ouais. Mais c'est comme juste pour Eric, pour finir, là, ce sera la fin, mais c'est ce fameux mème NBA 2K là. Ce truc là, ça il le poste. À quel moment tu dis que ça va faire ça, même, tu vois. En fait ça fait le tour du monde. Exactement. C'est énorme. Donc non, c'est incroyable. Donc c'est un de ces trois choses, mais
Mais après, est-ce que ça va aussi durer? Je suis pas aussi prétentieux que ça. Je sais pas si ça a marqué aussi son temps. Bah, il y en aura d'autres. Ça sera remplacé par d'autres. Tu vois, c'est le principe de ce que nous, on appelle un marqueur social. C'est un truc qui marque une période et qui se renouvelle à partir du moment où la personne est encore chez les produits laitiers, je pense que oui, mon passage, en tout cas dans la boîte, parce que dans l'entreprise, dans l'interprofession, sera, même quand je partirai, on se rappellera, à mon avis, de ce passage-là. Ouais. Ok, trop bien. Merci en tout cas. Mais merci à vous. De cette discussion. Grave intéressante, plein de choses à en tirer, des anecdotes, des conseils, beaucoup d'audace. Et on a commencé par ça. Et donc je serais pas étonné si ce podcast fera 30 minutes à la fin. Alors, il y aura la version totale. On va la séquencer pour d'autres choses. Et pour ceux qui ont regardé la version totale, respect. Ouais, pour ceux qui ont commencé la première minute de ce podcast et qui arrivent à maintenant, bravo. Et qui ne se sont pas endormis. Bravo. Il y a plein d'anecdotes pour s'endormir. Bravo, faut le faire. Vous êtes deux. Mais merci beaucoup. Merci à tous.